Très bien, mais merci pour cette invitation, Marc Debono et moi-même. Et on va faire donc deux exposés. On va essayer de tenir effectivement les 30 minutes chacun pour qu'on ait un temps de discussion suffisant par la suite. Alors, je voulais juste compléter mon CV, on va dire, parce qu'il est autonome, en tout cas par rapport aux sciences du langage. On peut dire qu'aujourd'hui, d'ailleurs, il y a une certaine réticence à importer les modèles linguistiques à ceux de la didactique du français. Mais c'est un mouvement qui est, on va dire, épistémologiquement toujours constaté dans la naissance, l'évolution de toutes les disciplines scientifiques. Il y a un moment où elles tendent à gagner une indépendance par rapport à ce qu'on a appelé encore récemment les sciences contributoires à la didactique. Donc, il y a un effort, à la fois au plan théorique et au plan méthodologique, je reviendrai, pour autonomiser la didactique du français. Et il y a un problème qui est resté, c'est pour ça qu'on est tous les deux, mais c'est l'histoire, par exemple, de l'Association internationale de recherche en didactique du français, qui est une association récente, née dans les années 1970, qui anciennement s'appelait Didactique du français langue maternelle et qui évidemment a changé d'appellation, et pour cause, bon, je l'ai expliqué, mais qui, pour le coup, a eu cette hégémonie de cette appellation Didactique du français sans forcément opposer langue première, seconde et étrangère. Voilà. Donc ça, c'est, on va dire, une évolution, mais aussi toujours un débat. Je pense que Marc y reviendra. Quand je dis des débats, les débats même assez virulents avec les associations justement de français langue étrangère. Alors, on a un processus de spécialisation, d'autonomisation, voire d'atomisation à plus ou moins discutable. Dès le début, dès les années 90, on a effectivement ce mouvement didactique du français versus de la littérature. On va dire que la didactique de la littérature s'est progressivement autonomisée par rapport à la didactique du français, même si c'est la didactique de la littérature de langue française. Et c'est effectivement aussi lié, on va dire, structurellement, institutionnellement, au concours d'enseignement, mais aussi au département et UFR universitaire. Beaucoup de collègues en sciences du langage et encore plus en didactique du français peuvent ne pas être rattachés à des départements, à des UFR disciplinaires classiques, mais par exemple aux sciences de l'éducation. Voilà. Ce qui fait qu'on va trouver des didacticiens du français dans des départements disciplinaires très divers, relativement variés. Elle est également distribuée dans les sections du CNU, principalement en sciences du langage. C'est là qu'on trouvera le plus grand nombre de didacticiens du français, mais on va en avoir aussi en 9e, langue et littérature française, et en 70e, sciences de l'éducation, ça c'est clair. La place de la didactique du français est plus claire dans des pays francophones comme en Suisse ou au Québec, où ils sont intrinsèquement liés aux sciences de l'éducation, dans les départements de sciences de l'éducation. Ça, on pourrait dire que c'est plus clair, mais c'est une autre histoire, voilà. Institutionnelle en tout cas. Et puis, on a, je vous l'ai dit quand j'ai un peu amorcé, c'est une tendance à développer une épistémologie particulière, ou en tout cas, c'est ce qui se caractérise, c'est ce qui se développe, et c'est cette évolution qui se traduit notamment par des cadres théoriques de référence, des concepts, par exemple le concept de transposition didactique, qui n'est pas d'ailleurs spécifique à la didactique du français, mais aussi, et initialement d'ailleurs à celle de la physique. Et puis une tendance également à développer des méthodologies, alors là qui se rapprochent, c'est assez curieux, à la fois aux sciences d'éducation et à la psychologie expérimentale. On a en didactique du français là de plus en plus de travaux comparant par exemple
des dispositifs d'apprentissage en comparant des classes ou des groupes d'élèves témoins par rapport à des groupes d'élèves expérimentaux. Et ce sont des recherches de plus en plus nombreuses qui développent donc des méthodologies spécifiques ou empruntées. Et puis, on a ce que j'ai appelé cette tendance à l'atomisation, c'est-à-dire à l'intérieur de la didactique du français, on pourrait dire des sous-didactiques, même si le terme n'était pas pris péjorativement, avec didactique de l'orthographe, de la conjugaison, du lexique. Voilà. J'avais même écrit un article il y a déjà une trentaine d'années, Daniel Lehmann m'avait d'ailleurs repris, et bientôt on va avoir une didactique du complément d'objet direct si on va vers une atomisation aussi importante. Effectivement, elle m'avait dit, bon, pourquoi pas, mais bon. Et donc, on a effectivement une didactique de la grammaire qui ne distingue pas forcément toujours, ou tente en tout cas de l'associer. C'est intéressant dans la perspective du rapprochement avec les sciences du langage, ne dissocie pas ou associe les entrées morphologiques, la syntaxe, la sémantique, mais j'y reviendrai. Et j'ai pris cet exemple de l'enseignement de la grammaire ou de la didactique de la grammaire parce qu'elle est emblématique de l'évolution actuelle de la didactique du français. Alors, très rapidement, je ne sais pas d'ailleurs si je ne vais pas, comme mes collègues précédents, faire passer un certain nombre de diapositives de manière subliminale, le temps qui nous reste. Voilà, on a différentes acceptions du terme grammaire, un terme ambivalent et extrêmement polysémique. Bon, en gros, on va retenir historiquement une matière qui se confond avec son objectif, car c'est l'école qui, pour apprendre aux élèves à bien écrire, traduit en cours de grammaire le besoin d'enseigner l'orthographe. Chervel, la thèse de Chervel, 77, reprise dans plusieurs de ses ouvrages sur l'histoire de la discipline française. Et donc, on voit bien que la grammaire est l'appareillage qui permet d'enseigner l'orthographe, principalement. C'est sa fonction première. Et là, c'est véritablement un ancrage qui, d'ailleurs, aujourd'hui, dans les travaux didactiques, je dois le dire, est toujours à l'œuvre. Linguistiquement, alors je reprends plutôt là, j'aime bien la définition qu'en donne Villemey, une discipline à double face, à la fois la manière dont la langue fonctionne de l'intérieur, ou par métaphore des grammaires, de la musique, de la peinture, etc. On en a eu un petit aperçu à la fin de l'exposé du deuxième collègue tout à l'heure, et études scientifiques de son fonctionnement. Et effectivement, là, on est sur on va dire deux perspectives ou deux champs qui ne sont pas toujours, comment dire, transparents l'un à l'autre en relation, et je vais y revenir. Et puis, pour paraphraser Roland Barthes, la grammaire, c'est ce qui s'enseigne. Bon. Et là, on peut faire la démonstration. La grammaire, c'est fondamentalement un objet, une discipline qui est liée à son enseignement. Et bon, voilà. Alors, si on fait, je vous propose une histoire très, très brève et extrêmement raccourcie de la grammaire du français. Je reprends la thèse de Sylvain Roux sur le processus de grammatisation qui est à la fois lent et très ancien, qui se confond d'ailleurs avec celui de l'écriture en tant que technique et qui est parallèle, qui n'est pas forcément conjoint. Franck Neveu l'a évoqué hier après-midi, et qui est parallèle à la lexicalisation de la langue, notamment avec la production des dictionnaires. On a un rapport étroit à l'enseignement du français, qu'il soit langue première ou étrangère ou seconde, mais aussi à la traduction des langues anciennes, à la diffusion du français, ceci dès la fin du Moyen-Âge. Les premières grammaires du français sont des grammaires de langue étrangère alors c'est pas grave, hein, bien parler, et donc relève de la maîtrise du discours oral, notamment, on pourrait dire, dans des grammaires de français et langue étrangère, comme celle de Pasgrave en 1530 en Angleterre. Et on voit donc bien que c'est fondamentalement et initialement une problématique liée à l'enseignement des langues.
mais on a alors, historiquement, on a aussi une imperméabilité aux théories et descriptions linguistiques, on va dire des origines, de la grammaire de Port-Royal jusqu'à aujourd'hui, en restant sur des fondements essentiellement normatifs et prescriptifs. On a gardé l'esprit, mais aussi les catégories, les unités, les notions. J'aime bien cette citation de Jean-Claude Chevalier dans son Que sais-je sur les grammaires scolaires. Tout passe comme si, à la fin du siècle dernier, donc le XXe siècle pour lui, les méthodes d'enseignement aux étrangers ont précédé ou suivi de très près les découvertes de la science linguistique. Inversement, la force d'inertie d'un enseignement primaire et secondaire, donc en France, étroitement encadré, a maintenu très longtemps, presque jusqu'à nos jours, une grammaire très proche du Lomont. La grammaire Lomont, 1780, même si il y en a deux versions, 1780 et 1785, et il appelle ça, la grammaire du français est, en gros, reste toujours du Lomont révisé. Alors, pour le coup, c'est une grammaire de la norme écrite avant tout. L'appareillage grammatical est essentiellement prescriptif, à fonction de normalisation. Bon, je vous renvoie au rapport à la Convention nationale de 1792 d'Abbé Grégoire, mais aussi au projet, l'un des tout premiers projets d'école publique laïque et obligatoire, celui de Condorcet 1792, qu'il a d'ailleurs jamais pu présenter parce que la guerre s'est déclarée à ce moment-là, mais qui montre bien que l'enseignement du français est fondamentalement un français écrit. Le français oral est contraint, voilà, et dépendant de l'apprentissage du français écrit. En gros, on va franciser l'ensemble de la population, le projet de Condorcet, et c'est un long processus puisqu'on considère que jusqu'en les années 70, il faut attendre en gros entre les années 1930 et 1970 pour que l'ensemble de la population française, en tout cas hexagonale, parle véritablement le français par cet effort de scolarisation. Mais l'école n'est pas la seule institution à franciser la population. Je ne vais pas me développer cet aspect. L'enseignement scolaire inscrit donc la langue française dans un processus de disciplinarisation, c'est la thèse de Chervel que j'ai déjà évoquée, mais aussi de manualisation. La production de manuels dès le 19e siècle est intense. Alors, on a commencé par la diffusion du manuel Lomont, le manuel Lomont, si vous l'avez eu entre les mains, il a servi de référence pendant plus de 2 siècles à pratiquement toutes les grammaires scolaires. C'est la grammaire fondatrice. Mais aussi des activités scolaires emblématiques. Alors, l'un des premiers exercices qui n'est pas neuf, c'est l'exercice à trous, Noël et Chapsal, en 1823. Puis la cacographie, la correction d'énoncés fautifs. L'oral étant toujours, les cacographies présentant toujours des énoncés proches de l'oral qu'il faut corriger par rapport à l'écrit, au français écrit. Et enfin, la dictée, plus les questions qui ont été le prototype de l'exercice d'apprentissage de la langue française, et évidemment avec les examens tels que le certificat de fin d'études primaires, le brevet, etc. Et qui, la dictée prend la place de la cacographie et apparaît véritablement au tournant de la moitié du 19e siècle et en gros 1840. Les explications, alors, de cette histoire, on a un certain nombre d'explications, on va dire artificielles. J'en prends une, par exemple, l'opposition qui est toujours enseignée. C'est un peu, je rapproche ça de la dictée de Pagnol où comment Topaz prononce toutes les lettres muettes pour faire entendre aux élèves les finales grammaticales, les finales consonantiques. Mais on a toujours
Par exemple, cette artificialité qui consiste à prononcer différemment « je mangeais » de « je mangeais ». Encore des enseignants, à l'école primaire et au collège, donnent cette indication qui ne correspond absolument plus à rien. D'accord ? Mais ça reste dans ce type d'explication qui est reproduite de manière tout à fait artificielle, et puis de pseudo-procédures, moi j'appelle ça des pseudo-procédures, quand deux verbes se suivent, le second se met à l'infinitif, qui évidemment conduit la majorité des élèves à mettre des participes passés à l'infinitif. À enseigner la grammaire, alors on a différentes composantes, des composantes, là je vais les discuter, variables et discutables. Je reviendrai sur cette notion de discussion ou de mise en débat des composantes grammaticales ou des notions grammaticales. C'est une évidence, mais qu'il convient de rappeler, comme Jean-François Acté, sur la nécessité ou non d'enseigner une langue à des élèves qui la parlent déjà. Ouais, ça paraît un peu paradoxal, sauf à considérer qu'ils la parlent de manière fautive. C'est effectivement en partie le projet de Frey dans son ouvrage de 93, mais qui est permanent et constant dans tous les programmes, dans toutes les institutions officielles encore aujourd'hui. Et puis, on a une quadripartition éternellement problématique entre grammaire, conjugaison, orthographe, vocabulaire, qui sont les sous-disciplines de l'étude de la langue. Et comme si la conjugaison était un domaine à part, évidemment, on a extrait en gros l'orthographe des verbes comme une sous-discipline indispensable et autonome, alors que ce n'est que la grammaire des verbes. Et le vocabulaire qui, dans sa dimension lexicale, est toujours, on appelle toujours ça le parent pauvre, que ce soit dans les manuels ou dans les programmes. Alors, une grammaire identifiée, j'ai repris la définition de Marc Gilmer à la morphosyntaxe, mais qui parfois est étendue à la phonologie, mais inclut plus ou moins bien la ponctuation, notamment dans les manuels, et évidemment le lexique de manière souvent marginale. Et on le voit d'ailleurs apparaître dans les programmes des concours d'enseignement. Et puis, bon, des faits de langue et des unités également toujours mal définies, même si elles apparaissent comme étant intangibles dans l'enseignement de la grammaire, tels que mots, phrases, textes, discours, mais aussi groupe à la place de syntagme, proposition, dans les programmes du secondaire de 97, par exemple, les terminologies grammaticales, et puis des catégorisations en nombre, genre, personnes, présentées systématiquement de façon homogène et absolue, mais jamais mises en relation et discutées, notamment au plan sémantique. Alors, petit clin d'œil ou lien avec les trois exposés précédents. On a des objets linguistiques très, voire trop prégnants et d'autres qui sont négligés. Donc, je vous l'ai dit, les normes de l'écrit s'appliquent à l'oral. D'ailleurs, il n'y a qu'à, on en parlait tout à l'heure en aparté, mais bon, y compris dans l'opinion publique, dans la presse, dans les débats politiques, la forme écrite, en gros l'orthographe, est assimilée à la langue. Quand on parle de la langue française, c'est ipso facto l'orthographe. Bon, en tout cas, sa forme écrite. Et ce n'est pas compris autrement que sous sa matérialité, on va dire, écrite. Avec une fossilisation en influence fictive, je reprends l'expression de René Balibar, dès 74, et les travaux du groupe Exois, notamment Blanche Benveniste, qui mène une critique du Becherel en montrant que Becherel met à plat tous les verbes comme s'ils étaient équivalents, sans montrer la défectivité et la plausibilité de certaines formes, voire de certains verbes par rapport à d'autres. Et alors aussi le découpage en trois groupes, dont le deuxième est toujours complètement inepte et ne correspond absolument pas aux descriptions linguistiques, en tout cas sur la morphologie verbale, entre en gros les verbes en ré, les verbes en re, comme on devrait pouvoir le faire, ce qui ne passe absolument pas dans les programmes d'enseignement et ni évidemment dans les manuels d'apprentissage de la grammaire. Alors, des faits de langue plus ou moins enseignables, car opposant morphologie, syntaxe, sémantique,
Et je renvoie à un bel article de mes deux collègues, la Bulliard-Brancard et Brancard récents, et qui repose sur des unités discutables. On l'a déjà évoqué hier, Franck Neveu, le mot, la phrase, même le texte dans l'ouvrage collectif coordonné par Marie-Jo Béguenin. Des parties du discours et alors des problèmes autour de la délimitation des parties du discours et de leur catégorisation, mais aussi de leur transcatégorisation. Par exemple, à aucun moment la grammaire n'évoque les problèmes liés à des parties aussi discutables, mais qui ont été diachroniquement d'ailleurs confondus entre déterminants, articles et adjectifs. Bon, c'est pas aussi évident que ce que la grammaire scolaire l'indique. Même chose entre nom et verbe, entre adjectif et adverbe, et notamment en diachronie et sur des problèmes aussi pointus que ceux de la syntaxe des adjectifs qu'on voit aux études de Juan Gauss, et puis un article que j'ai publié assez récemment sur la question. Juan Gauss, par exemple, alors c'est assez intéressant, j'y reviendrai, mais il pointe des faits qui sont enseignés, mais qui n'existent pas, voilà, concernant la syntaxe des adjectifs. Et puis des variations, alors, ce qui n'est absolument pas, vraiment marginalement prise en compte, toutes les variations diachroniques, diatopiques, diaphasiques, diastractiques, en y incluant les variations générationnelles, professionnelles, interlinguistiques. Je renvoie aux travaux de François Cadet et puis de plus récent de ma collègue Emmanuelle Guérin, qui éclaire considérablement et qui, disons, ont du mal à être pris en compte dans l'enseignement de la grammaire. Alors, une grande continuité, car inscrit dans un processus de reproduction, je l'ai évoqué avec la grammaire Lomon, mais également déjà les principes et la logique de Port-Royal, même si elle recouvre aujourd'hui. Alors, en gros, il y a une tension, que ce soit à l'école primaire ou dans le secondaire, entre deux tendances. Une tendance autonomiste, c'est-à-dire de faire la grammaire pour la grammaire, en tant qu'objet d'étude en soi, et une tendance, on va dire, instrumentaliste, c'est-à-dire ne travailler ou n'aborder la grammaire que dans la perspective des apprentissages langagiers, essentiellement d'ailleurs la production écrite, moins la lecture et la compréhension des textes, et évidemment absolument rien concernant l'apprentissage ou le développement du langage oral. Mais ces deux tendances coexistent et sont d'ailleurs difficilement prises en compte dans les ouvrages, les manuels scolaires, et difficilement d'ailleurs aussi prises en compte dans les travaux linguistiques. On a des publications encore récentes qui ne conçoivent l'enseignement grammatical que dans la perspective de la production écrite. Voilà. Et puis, alors on peut convoquer un certain nombre de facteurs. J'en ai pointé, il y en a certainement d'autres. Il y a en tout cas, ce qui est clair, c'est le rejet de la méthodologie structurale distributionnelle des années 70-80. Qui a eu, on va dire, une période courte d'heures de gloire dans ce qu'on a appelé la grammaire structurale, à l'image de Dubois, Lagarde, bon, pour ceux qui les ont connus, voire enseignés, et qui ont été radicalement expurgés. J'appelle l'image que je pense, c'est que le corps enseignant ou l'institution scolaire a rejeté complètement tout ce paradigme de la grammaire structurale distributionnelle, d'ailleurs avec des arguments qui étaient, c'est ni plus ni moins que la linguistique appliquée. Vous vous souvenez, c'est le rejet des présentations arborescentes des phrases et la structuration syntagmatique des phrases. Et puis des désaccords sur la démarche. J'arrive. D'accord. Bon. Une bipartition. Alors, il y a eu des tentatives en 2002 avec ORLF, c'est Observation réfléchie de la langue française dans les programmes de 2002, avec, j'étais parmi
les rédacteurs, ou en tout cas les personnes sollicitées avec Combette, Claudine Garcia-Deban, qu'on a évoqué tout à l'heure, bon, et essayer de faire reposer en tout cas sur une bipartition, mais une articulation entre grammaire et lexique, et puis qui a été repris de façon plus large, non pas dans l'enseignement de la grammaire, mais l'étude de la langue. C'est-à-dire qu'on a un peu noyé le poisson. Voilà. On a un peu noyé la grammaire dans l'étude de la langue. Et ce sont les programmes d'avril 2007. Et on peut dire qu'on est revenu en 2008 à la taxonomie classique, ça c'est clair, et de nouveau la quadripartition, conjugaison, grammaire, lexique, orthographe. Bon. C'est dans la même époque qu'on a rétabli la récitation, hein, bon, et la rédaction, qui avait complètement pas disparu des programmes depuis 1973. C'est on va dire un retour en arrière considérable, y compris dans la terminologie. Et puis des empilements de termes, de notions grammaticales qu'on a dans toutes les terminologies, même dans les dernières terminologies de juillet 2020. Tout simplement parce qu'on n'arrive pas à se défaire de ce phénomène, de ce processus de reproduction. Et puis, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est celui du temps scolaire. On n'arrête pas de se lamenter de la baisse du niveau des élèves en orthographe, dans la maîtrise du français, mais il faut bien voir que en l'espace de 20 ans, le temps scolaire, en tout cas au collège, a été divisé par 2. C'est-à-dire qu'on a 2 fois moins, en l'espace de 20 ans, 2 fois moins de temps consacré à la discipline française pendant tout le cycle scolaire, tout le cycle du secondaire, le collège. Bon, et on ne peut pas faire, les profs ne peuvent pas faire l'impossible. Alors, peu de bouleversements, mais des questions ouvertes. Avec mon collègue Jean-Louis Fils, on a posé un certain nombre de ces questions sur le poids et le statut de la terminologie dans cet enseignement grammatical et un apprentissage qui s'écarte de l'objectif et de la démarche taxonomique et puis qui propose une étude plus directe des corpus avec une démarche. Quand on parle de corpus, c'est pas forcément des corpus tels que ceux que nous les recueillons et traitons en sens du langage, parce que ça peut être effectivement des corpus construits, mais c'est partir effectivement des corpus pour construire progressivement les notions grammaticales, les conceptualiser, les synthétiser, les formaliser et les transposer dans une démarche qui est à la fois ascendante et descendante. On a posé la question de l'impensé des variétés de français, qu'elles soient régionales ou transnationales, dans l'étude de la langue, et la question qui reste toujours posée de l'enseignant, de la limite entre la variation et ce qui reste homogène, systématique ou systématisable, voire universel. Et donc, cette question reste toujours lancinante et l'objet de nombreux débats encore aujourd'hui, et je pense toujours concernant l'enseignement de la grammaire. Et puis, on a comme question ouverte, là aussi, la possibilité d'intégrer d'autres perspectives, d'autres paradigmes, notamment tous les travaux sur les actes de langage, les situations d'énonciation, les genres de discours, globalement, tout ce on a évoqué en termes de pragmatique hier et aujourd'hui, mais aussi des phénomènes de cohésion macro-syntaxique, c'est ce qu'évoquait Franck Neveu hier et puis Catherine Schneidecker tout à l'heure, notamment sur les textes littéraires, ce qui n'est pas simple. D'accord. Et là, l'articulation entre linguistique et littérature est également difficile, complexe et elle n'est pas strictement institutionnelle. Et puis, on a le problème, alors là aussi, du transfert des procédures et des connaissances linguistiques dans les apprentissages langagiers, que ce soit en lecture, compréhension de texte ou en production écrite. J'ai fini. Partir des procédures, alors des propositions, partir des procédures syntaxiques et sémantiques, c'est-à-dire ne pas oublier ou ne pas tout verser
comme dans la grammaire traditionnelle, sur des relations ou des notions qui relèvent de la sémantique, et passer ensuite au tout syntaxique, mais bien l'articulation des deux. Alors, que ce soit au plan théorique ou méthodologique, entre autres, pour suggérer des démarches ouvertes à la discussion, je renvoie au très beau ouvrage de grammaire pour l'enseignement de Thomasson, et puis à ce que j'aime bien, c'est la notion de grammaire floue de Lecoff, repris et exemplifié par Combette, et puis qui montre qu'on n'est pas dans des notions, qu'on pourrait aller vers des notions plus plurivalentes, non binaires, impliquant une analyse en degrés de vérité, on l'a évoqué tout à l'heure, de grammaticalité, d'acceptabilité, mais aussi aujourd'hui de plausibilité. Est-ce que certains faits de langue sont plausibles? Est-ce qu'ils sont attestés? Tout à l'heure, j'évoquais le travail de Juan Gauss sur la syntaxe de l'adjectif. Il a cherché, par exemple, s'il y avait un équivalent à grand homme et versus homme grand. Vous voyez, qui est dans tous les manuels, mais également dans les traités linguistiques. Eh bien, dans les corpus qu'il a interrogés, le grand homme, on l'a. Mais l'homme grand, on ne l'a pas. Pas une occurrence de nom grand. Si, il en a trouvé une dans le manuel de Martinet, qui est lui-même le prend comme exemple. Mais c'est à peu près tout. Donc là, on a un problème de plausibilité dans la démonstration et dans le traitement des grammatical et de l'enseignement de la grammaire. Et je pense que là, on a des perspectives intéressantes qui sont ouvertes, notamment par l'étude des corpus, et qui ne sont pas uniquement des corpus au écrit. Alors, je plaiderais là aussi pour un développement des raisonnements syntagmatiques et paradigmatiques, c'est-à-dire qui n'opposent pas les deux, mais qui les complètent. J'ai déjà écrit sur la question, qui réassocie syntaxe et sémantique. Je renvoie là, j'ai écrit Bruno avec O, mais c'est OT, excusez-moi, Ténière, également, qui ont toujours combiné les deux, associé les deux, syntaxe et sémantique, voire le lexique. Je renvoie à ce que Franck Neveu disait hier, ne pas oublier également la dimension lexicale dans le traitement grammatical. Et puis, par exemple, sur les valences verbales, on a montré avec ma collègue Tatiana Taous qu'il était quasiment impossible d'évacuer à la fois la perspective syntagmatique et paradigmatique, et puis les deux composantes, syntaxe et sémantique. Et puis, saisir les effets littéraires, stylistiques, je l'ai déjà évoqué. Je ne peux pas véritablement faire plus, et puis on l'a déjà évoqué à travers l'exposé de Dominique Magno hier, et plus largement des humanités. Je renvoie à l'ouvrage de Jean-Louis Schist de 2020. J'arrête là. Merci beaucoup.